L'église Saint-Antoine, figée au sommet de la colline, semblait être un témoin muet de l'histoire du village. Érigée au XIIIe siècle, ces pierres grises étaient luisantes sous le poids des siècles, leur rugosité marquée par les intempéries et les souvenirs des âmes qui s'y étaient recueillis au fil des générations. Les cyprès qui l'entouraient, grands et sombres, paraissaient se pencher sur l'édifice, comme pour en protéger les secrets enfouis. On disait même qu'un vent étrange soufflait parfois dans leurs branches, apportant des murmures d'un autre temps. Ce matin-là, l'atmosphère était particulière. Un ciel d'un gris menaçant s'étendait sur le village, teintant la terre d'une mélancolie palpable. Les oiseaux ne chantaient pas. Le vent n'agitait pas les feuilles. Tout était suspendu dans l'air. Comme si la nature elle-même partageait le poids du deuil qui s'abattait sur la famille Durand. Le silence semblait plus profond, plus lourd qu'à l'habitude, imprégnant l'espace autour de l'église, le village tout entier. La famille Durand, réunie pour l'ultime adieu à leur patriarche, semblait elle aussi enveloppée dans cette atmosphère étrange. Marcel Durand, l'homme dont l'ombre s'étendait depuis des décennies sur la ville, venait de s'éteindre à 86 ans. Longtemps respecté, parfois craint, Marcel avait été le pilier d'une famille éparpillée. Ses 3 enfants, Julien, Claire et Édouard, avaient chacun pris des chemins différents, formant des vies souvent marquées par des silences et des tensions qu'il était devenu impossible de contourner. Julien, le fils aîné, était un homme aux traits durs, marqué par une vie de décisions difficiles et de responsabilités écrasantes. Claire, la cadette, était plus douce, mais ses yeux disaient toujours qu'il y avait des tempêtes en elle. Édouard, le cadet, avait toujours été celui qui fuyait les conflits, préférant se tenir à l'écart, observant les choses de loin. Mais aujourd'hui, la famille était là, obligée de se retrouver sous le même toit, dans la même église, pour rendre hommage à un homme qui, en dépit de son âge, restait une figure imposante, presque intimidante. Au premier rang, Claire, la plus émotive, tenait dans ses bras son fils de 8 mois, Léo. Léo était un bébé calme, incroyablement calme, et ses parents s'étaient souvent demandé si un enfant pouvait être aussi paisible. Il y avait quelque chose de particulier chez lui, une sorte d'aura qui semblait le relier à des forces invisibles. Claire n'en parlait jamais à haute voix, mais elle savait. Elle savait que son fils portait en lui quelque chose de plus ancien, quelque chose que ni elle ni son mari ne comprenaient tout à fait. Le cercueil en chêne clair reposait devant l'autel, luisant sous la lumière tamisée des chandelles. La salle était plongée dans une quiétude presque étrange. Le prêtre, âgé et fatigué, récitait des prières en latin, une langue que la plupart des invités ne comprenaient plus. Mais peu importait. Les mots se perdaient dans l'air lourd, enveloppés par des sanglots qui fusaient ici et là, des regards furtifs échangés entre les membres de la famille, comme pour se rassurer. Le temps semblait suspendu. Le silence, parfois, était plus lourd que les mots eux-mêmes, comme si l'église elle-même retenait son souffle. Et puis, cela arriva. Léo, jusqu'alors immobile dans les bras de sa mère, se redressa soudainement, son petit dos droit comme une flèche. Son regard, d'habitude détendu et curieux, devint soudainement intense, presque perçant. Ses yeux d'un bleu clair, trop profond pour un enfant, se fixèrent sur un point précis, juste au-dessus du cercueil, là où l'air semblait vibrer d'une présence invisible. Claire, confuse, tenta de capter son attention, mais Léo ne la regarda pas. Il leva la main, son petit doigt tendu vers l'espace vide. Et dans un éclat pur, presque irréel, il éclata de rire. Ce rire qui brisa la tension, qui coucha un voile étrange sur l'assemblée. Il résonna dans l'église comme une cloche suspendue dans le temps. Un rire innocent, cristallin, mais qui sembla étrangement hors de place dans un lieu où la mort était présente. Les têtes se tournèrent instantanément. Les visages figés, comme un même mouvement. Un seul souffle d'incrédulité traversa la foule. Certains, pris de court, rirent nerveusement, pensant que l'enfant se contentait de jouer. Mais dans le fond de l'église, où la lumière tombait plus lourdement, il était évident que Léo ne riait pas au hasard. Il regardait quelque chose. Non pas un objet, non pas une personne, mais un espace. Un vide qui semblait chargé d'une présence que lui seul pouvait voir. Il tendit les bras, comme si cette présence l'appelait. Et dans ce geste pur et étrange, il prononça un mot. Un mot qui laissa tous les invités sans voix. Marcel. Ce mot, soufflé d'une manière si innocente, mais pourtant si précise. Marcel. Ce nom que Claire, jusqu'à cet instant, n'aurait jamais imaginé entendre de la bouche de son fils. Ce nom, celui de son père, le grand patriarche de la famille, qui venait de quitter ce monde.
La stupeur tomba sur l'assemblée comme une chape de plomb. Claire, pétrifiée, regarda son fils, puis le cercueil de son père, d'abord incrédule, puis inquiète. Ses jambes se dérobèrent sous elle, et elle se força à respirer. Comment pouvait-il connaître ce nom? Il n'avait jamais entendu parler de Marcel. Il n'avait même jamais vu son visage. Il ne pouvait pas. Un murmure parcourut l'église, faible d'abord, puis s'intensifiant. Des voix qui se croisaient, des regards fuyants, des signes de croix jetés ici et là. Une vieille cousine, nerveuse, fit un signe de croix, une tradition qu'elle croyait protectrice. Dans la foule, Édouard, l'aîné, sentit un frisson glacial courir le long de sa colonne vertébrale. Il se tourna brusquement, une sueur froide perlant sur son front, comme s'il avait ressenti une présence invisible effleurer son épaule. Il scruta les visages autour de lui, mais personne ne semblait avoir remarqué. Tout le monde savait, en silence, que quelque chose d'inexplicable venait de se produire. Et pourtant, personne n'osa briser ce silence étrange. Après la cérémonie, un silence lourd et oppressant envahit la maison familiale. Les invités se dispersèrent dans les différentes pièces, mais aucun ne sembla vraiment présent. Le repas funéraire, organisé dans la vieille bâtisse en pierre des Durand, avait toujours été un moment de réunion, de partage des souvenirs, mais ce jour-là, la lourdeur de l'air semblait écraser toute forme de communication. Les visages étaient graves, les conversations rares. Les discussions superficielles, qui d'ordinaire meublaient ce genre d'occasion, avaient disparu. Chacun était en proie à ses propres pensées, mais un sujet en particulier obsédait tous les esprits, le geste de Léo. Le petit bébé qui, dans la froideur de la cérémonie, avait soudainement réagi avec une telle intensité. Le rire pur, la fixation sur un point invisible, l'évocation de Marcel. Ces événements, à la fois étranges et déroutants, hantèrent les invités tout au long de la journée. Les regards furtifs, les murmures, tout cela marquait l'ambiance de l'après-midi, où l'on buvait un verre sans vraiment goûter, où l'on mâchait des bouchées sans goût, et où les conversations tournaient en rond, toujours revenant sur cette scène irréelle. Claire, elle, s'efforça de faire bonne figure. Elle rit parfois de manière trop forcée pour être naturelle, échangea quelques mots avec ses frères, mais au fond d'elle, son esprit était ailleurs. Léo occupait toutes ses pensées, et cette étrange sensation qu'un voile invisible se levait sur un passé enfoui depuis trop longtemps la rongeait. Elle essaya de repousser ses pensées, mais elles revenaient sans cesse, comme un poids sur son cœur. La soirée tomba, et avec elle, le silence s'alourdit davantage. Les invités finirent par partir, laissant Claire seule avec son fils. Une fois la porte fermée, un calme étrange envahit la maison. Claire posa Léo dans son berceau, l'embrassa doucement sur le front, et s'efforça de trouver un peu de sommeil. Mais cette nuit-là, tout changea. Le bébé, qui habituellement dormait paisiblement, se mit à pleurer. Un cri faible au début, comme un murmure de souffrance, mais bientôt il devint plus intense, presque désespéré. Claire se leva précipitamment, inquiète. Elle vérifia ses couches, ses jouets, mais il n'y avait ni douleur, ni faim. Il pleurait sans raison apparente. Puis, elle suivit son regard. Léo regardait le plafond avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il leva les bras vers ce point invisible dans l'air, comme s'il appelait quelqu'un. Et alors, dans un souffle faible mais distinct, il dit une phrase qui fit glacer le sang de Claire. « Pas peur, papy, pas peur. » Les mots résonnèrent dans le silence de la chambre. Claire resta pétrifiée, une sensation de froid traversant son corps. Le nom « papy », qui semblait si naturel, si intime, fit naître en elle une angoisse qu'elle ne pouvait expliquer. Marcel, son père, était mort ce matin-là. Mais Léo ne pouvait pas savoir ce nom. Il ne l'avait jamais rencontré. Le souffle court, Claire tenta de calmer son fils, mais il ne cessa de regarder dans cette même direction, de tendre les bras comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un qui était là, dans cette pièce. Et alors qu'elle se penchait sur lui, un sentiment oppressant, presque surnaturel, envahit l'espace. Un vide, un écho du passé, semblait se manifester dans ce cri d'enfant. Le lendemain, Claire, toujours secouée par cette étrange nuit, décida de fouiller la maison. Elle avait l'impression qu'une réponse se cachait quelque part, dans les recoins de la vieille bâtisse, sous les couches du temps. Elle monta dans le grenier, une pièce poussiéreuse remplie de souvenirs oubliés. Là, dans un coin, elle trouva une vieille boîte à chaussures, laissée sans soin, probablement ignorée depuis des décennies. Elle l'ouvrit, le cœur battant, et découvrit à l'intérieur des lettres jaunies,
des carnets, des papiers qu'elle n'avait jamais vus. Et au fond de la boîte, une photo, prise plusieurs décennies auparavant, attira immédiatement son regard. Un homme jeune, souriant, au regard franc, la figure de Marcel à 30 ans. Il portait un bébé dans ses bras, un bébé qui n'était pas de la famille qu'elle connaissait. Derrière, une date et une phrase griffonnée à la hâte. Pour mon fils que je ne verrai jamais grandir. Le monde de Claire se fissura. Elle regarda la photo, encore et encore, incapable de comprendre. Son père avait eu un autre enfant, un autre fils, qu'il n'avait jamais évoqué. Un enfant qu'il avait perdu, qu'il n'avait jamais su si ce dernier avait survécu. La réalité se distordait autour d'elle. Elle sentit le sol se dérober sous elle. Ce secret, ce passé oublié, n'avait jamais eu droit de cité dans leur histoire familiale. Pourquoi Marcel n'avait-il jamais parlé de ce fils? Et surtout, pourquoi ce souvenir venait-il frapper si brutalement à la porte de son propre fils, Léo? Elle confronta sa mère, Suzanne, une femme digne, froide parfois, mais toujours pleine de réserve. La vieille dame, habituellement implacable, hésita longuement, puis céda enfin, murmurant des mots que Claire n'aurait jamais cru entendre de ses lèvres. « Ton père a aimé une autre femme avant moi. Une femme qui est partie sans rien dire. Elle était enceinte, mais il ne l'a jamais revue. Il n'a jamais su si l'enfant avait survécu. » Les paroles frappèrent Claire comme une onde de choc. Un autre enfant, caché, oublié. Et si Léo, ce bébé qu'elle avait adopté après des années d'infertilité, était le lien entre deux générations, entre un père qu'elle connaissait à peine et un passé qu'elle ignorait? Et si son fils, Léo, portait l'âme de cet enfant perdu? Les jours suivants, Claire, dévorée par ces questions, décida de mener une enquête. Elle contacta une généalogiste, une spécialiste des recherches familiales, pour faire la lumière sur cette histoire oubliée. Après des semaines de recherches acharnées, une vérité émergea, aussi inattendue que choquante. Il s'avéra qu'un fils avait bien été adopté sous un autre nom, Raphaël Vanier, qui était décédé jeune dans un accident. Mais Raphaël avait eu une fille, et cette fille était la mère biologique de Léo. Le choc fut immense. Léo n'était pas seulement son fils adoptif. Il était l'arrière-petit-fils caché de Marcel. Et son rire, ce jour-là, n'était pas un hasard. Ce n'était pas simplement un caprice d'enfant. C'était une reconnaissance, un signe d'une mémoire oubliée qui venait de ressurgir à travers les bras innocents d'un bébé. Le passé de la famille Durand, ce passé qui semblait si lointain, s'était finalement frayé un chemin jusque dans le présent. Et Léo, sans le savoir, était le pont entre ces deux époques. Les mois passèrent, et avec eux, une transformation subtile s'opéra au sein de la famille Durand. Ce qui avait commencé dans le tumulte des secrets et des non-dits, dans l'écho sourd des révélations inattendues, s'était métamorphosé en quelque chose de plus doux, de plus paisible. Édouard, autrefois réservé et presque glacial dans ses attitudes, commença à s'ouvrir, petit à petit, au monde autour de lui. Ses gestes, autrefois rigides, prenaient une forme plus naturelle, moins distante. Il riait plus souvent, parlait davantage de son propre passé, et même des moments passés avec Marcel, ces instants qu'il avait longtemps négligés. Son cœur, longtemps emprisonné dans un tourbillon de douleur et de rancune, semblait se libérer. Julien, quant à lui, fit un premier pas vers ses cousins, les enfants de Marcel. Il renoua avec eux, laissant de côté les rancéures et les incompréhensions qui avaient longtemps divisé la famille. Les discussions, qui auparavant se faisaient rares et tendues, devinrent plus fréquentes. Les repas, autrefois empreints de malaise, furent désormais l'occasion de partager des souvenirs, de se remémorer des rires d'antan. Même les silences, ces silences lourds qui pesaient naguère sur les âmes, semblaient désormais porteurs d'une douceur nouvelle, comme une forme de respect partagé, de réconciliation silencieuse. Et au cœur de tout cela, Léo grandissait, serein, calme. L'enfant, toujours aussi sage, continuait d'étonner par sa tranquillité, sa capacité à se perdre dans ses pensées, souvent en silence. Parfois, Claire se retrouvait à l'observer pendant des heures, se demandant ce qu'il pouvait bien traverser dans ces moments de solitude apparente. Parfois, elle le surprenait en train de parler seul dans sa chambre, ses mots s'échappant dans le vide, une conversation muette avec un monde que seul lui et l'invisible semblaient comprendre. Claire, inquiète au début, chercha des explications. Elle en parla avec sa mère, avec ses amis, chercha dans les livres, même. Mais, au fil du temps, quelque chose d'évident se dessina. Ce n'était pas un trouble. Ce n'était pas une folie. Non,
Léo n'était pas hanté. Il était guidé. Par une présence, une mémoire, un fil invisible entre le passé et le présent. Et cette présence, elle n'était pas effrayante, bien au contraire. Elle apportait la paix, la sérénité, la certitude que, quelque part, il y avait une continuité, une transmission silencieuse des âmes. Ce fut un jour particulier, un jour de printemps, que l'histoire de Léo prit une tournure plus palpable encore. La famille avait décidé de rendre hommage à Marcel en visitant le cimetière où il reposait. C'était une journée ensoleillée, calme, un de ces moments où le vent ne fait que frôler les arbres, où l'air est doux et léger. En arrivant devant la tombe de Marcel, la famille resta un instant silencieuse, comme pour respecter l'intimité de ce moment. Claire s'apprêtait à poser une fleur sur la pierre tombale, mais avant qu'elle n'ait le temps de faire quoi que ce soit, Léo s'éloigna un peu. Il se pencha, prit dans ses petites mains une voiture en bois, soigneusement sculptée, et la déposa délicatement sur la tombe de son arrière-grand-père. Puis, dans une voix calme et posée, il dit ces mots qui, pour Claire, allaient hanter ses pensées pour toujours. « Tiens, papy, je t'ai pas oublié. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire, mais ce ne furent pas des larmes de peur, ni de tristesse. C'étaient des larmes de paix. Un soulagement profond, comme si une brume lourde se levait enfin. Léo n'avait pas seulement reconnu la mémoire de son ancêtre. Il avait rendu hommage à ce lien invisible qui les unissait tous, à travers les âges et les épreuves, un lien plus fort que la mort. Ce geste, simple mais tellement significatif, marquait un tournant dans leur histoire familiale. Ce moment devint, pour Claire, un point de non-retour. Elle comprit que Léo n'était pas seulement l'enfant qu'elle avait adopté. Il était l'héritier d'une mémoire bien plus vaste, d'un passé qui, sans qu'elle le sache, continuait de se manifester à travers lui. Dans les mois qui suivirent, l'histoire de Léo, de son rire, de ses paroles parfois incompréhensibles, de ses gestes comme s'il était en contact avec un autre monde, devint une sorte de légende vivante au sein de la famille Durand. Chacun, à sa manière, trouvait dans cette histoire un reflet de ses propres interrogations, de ses propres doutes. Léo, par son calme et sa sagesse innée, semblait porter une vérité que les adultes peinaient à appréhender. Il ne riait pas de la mort, il riait à la mort, comme s'il y voyait quelque chose de plus, un passage, un lien qui se tissait entre les générations, une mémoire vivante, porteuse d'un savoir ancien que seul un enfant pouvait percevoir. Devenue légende, l'histoire de Léo fut racontée encore et encore, transmise par les membres de la famille comme une tradition, comme un témoignage d'une vérité secrète que le monde adulte refusait parfois de regarder. Léo n'était pas un enfant comme les autres. Il portait en lui la clé d'une sagesse ancienne, celle des ancêtres, celle de ceux qui étaient partis mais qui, à travers lui, revenaient. Et à chaque fois que quelqu'un, dans la famille, doutait ou se perdait dans ses pensées, il suffisait de regarder Léo. Son regard profond, ancien, paisible, semblait dire tout ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. Il était le gardien d'une mémoire intemporelle, celle qui unit les vivants et les morts dans un même souffle. Et dans ce regard, il y avait la certitude qu'il n'y avait pas de fin, juste des passages, des rencontres invisibles, des liens qui ne se défont jamais.